السلام عليكم أعزائي الطلبة. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. Alors aujourd'hui nous allons parler des lois fondamentales de la dynamique. Ces lois, c'est la base de tout ce qui est phénomène qui nous entoure. Donc c'est les règles qu'il faut appliquer. La première loi de Newton, voilà, c'est les règles de la dynamique. La première loi de la dynamique, elle se base en fait sur le principe d'inertie. Donc, واش قلنا la première loi؟ قلنا si مبدأ العطالة شفناه في الفيديو اللي فات باللي إذا كانت une particule qui n'est soumise à aucune action, à aucune interaction, donc si on parle d'interaction, on va la nommer force. Donc si une particule n'est soumise à aucune force, اللي هي سميناها من قبل interaction, donc elle est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc le principe d'inertie qui est formulé sous l'aspect de la première loi de la dynamique, qui donc dit que si une particule n'est soumise à aucune force, elle est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit au repos. La deuxième loi de la dynamique, alors si au contraire, si justement elle est soumise à une force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va avoir une quantité de mouvement qui va changer. Donc justement, il a طبقنا عليه القوة كمية الحركة تاعها راح تتغير. Et la variation dans la quantité de mouvement, elle s'exprime par une dérivée. Donc la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement. Donc à la base, la formulation, elle est sur la variation de la quantité de mouvement. Donc cas particulier, si dans notre système la masse ne change pas, on peut la faire sortir de la dérivation et écrire la relation que vous avez déjà vue, que la force est égale à la masse fois la dérivée de la vitesse, et on a vu que la dérivée de vecteur vitesse c'est l'accélération, donc la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc une particule qui est soumise à une force, elle a une accélération qui est pondérée par sa masse. Alors on peut, à travers cette relation, estimer une force moyenne. Si j'ai un phénomène où j'ai une variation dans la quantité de mouvement, une variation dans la vitesse, et je n'ai pas la variation en temps réel, en fonction de t, je peux estimer la variation sur un intervalle et avoir une force moyenne. Et comme on a vu dans le premier chapitre, dans le chapitre cinématique, que la variation du vecteur se calcule par une différence vectorielle. Donc la force moyenne qui est appliquée à une particule se calcule par une variation. C'est delta P de sa quantité de mouvement en notation vectorielle, c'est-à-dire la deuxième quantité de mouvement moins la première quantité de mouvement qu'on va diviser par l'intervalle de temps delta T. Et si la masse reste constante, donc j'aurai une delta V sur delta T qui est l'accélération moyenne. Et si on a un intervalle de temps suffisamment petit, s'il est suffisamment petit, donc on peut estimer, on peut dire que la force moyenne est presque identique à la force instantanée. Donc la limite de la force moyenne lorsque delta T est pris suffisamment petit, se calcule par une dérivation. La troisième loi de la dynamique, elle se base sur le principe de l'action et la réaction. Nous avons vu dans le cours numéro 12 que si deux particules rentrent en interaction, on va observer un changement dans la quantité de mouvement de chacun de ces deux particules. Et donc, on a abouti à une relation, c'est que si la variation de la quantité de mouvement est appelée delta P1 pour la première particule, on va voir que la deuxième particule aura une variation exactement égale à moins delta P. C'est-à-dire que delta P1 égale à moins delta P2, ce qui a diminué de la quantité de mouvement, si on appelle ça une diminution, on ne peut pas appeler ça une diminution,
Si on a delta P1, c'est que la deuxième particule aura moins delta P2 comme variation de sa quantité de mouvement. Et donc, si on divise par le temps qu'a duré l'interaction, delta T, on va avoir delta P1 sur delta T égale à moins delta P2 sur delta T. Et en faisant tendre le temps vers delta T vers 0, donc en réduisant l'intervalle de temps, vous voyez où je veux en venir. Cela revient à écrire que la force qu'a subie la première particule, puisque la force, c'est la variation de la quantité de mouvement en intervalle de temps delta T. Et donc, la dérivée de P, qui est la force, appliquée de A appliquée sur B, est égale à moins la force de B appliquée à A. Donc, si un objet fait une action sur un deuxième, il va, la deuxième particule lui répond par une réaction avec une force similaire de sens opposé et un module identique. Donc, si j'appuie sur cette table avec une force F, elle va réagir avec une force opposée qui est égale à moins F. Alors ici, par exemple, cette démonstration de cet astronaute dans la station spatiale, on voit qu'est-ce qu'il va faire l'astronaute. Eh bien, il va prendre un homme qui a à peu près une masse similaire que lui, il va se mettre en boule et il va essayer de le projeter avec une force. Et qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Que le deuxième va repartir en arrière avec une force similaire, action, réaction. Il a appliqué une force, il est parti dans l'autre sens avec une force opposée et de même module. Alors, c'est ce principe-là qui est utilisé pour propulser tous les fusées. Donc, une fusée, au lieu de propulser des objets matériels, donc il faut avoir une quantité de masse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exploser un carburant et c'est les gaz qui ont une masse qui vont être projetés à une vitesse, donc à une action de projeter les gaz sur une direction. La fusée repart dans la direction opposée, action, réaction. C'est le principe de la propulsion par les turboréacteurs et les fusées. Alors, dans quel domaine reste valide ces lois de Newton? Alors, ces lois de Newton resteront valides dans tout repère galiléen. Donc, on va avoir des lois qui restent, les trois lois restent valables, notamment la deuxième loi et la première loi qui dit que somme des forces est égale à 0, le mobile est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, ou la deuxième loi, s'il y a une force, donc c'est égal à la masse fois l'accélération. Donc ces lois resteront valables si on est dans un repère galiléen. Donc c'est un repère soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc en pratique, le référentiel du laboratoire qui est lié à la Terre, donc il est bâti sur une Terre, peut être considéré comme un repère galiléen puisque en fait l'accélération de Coriolis, elle est très faible. On a vu ça dans la vidéo numéro 11, 11b sur les accélérations, que la rotation de la Terre est suffisamment faible pour provoquer une accélération de Coriolis tellement faible. On a vu que le pendule de Foucault prenait plusieurs heures pour s'écarter de quelques degrés, une dizaine de degrés. Donc, l'effet est trop faible pour impacter notre expérience. Et donc, le référentiel terrestre est un référentiel galiléen jusqu'à une certaine limite. Maintenant, si vous faites des expériences très très sensibles et vous atteignez une sensibilité assez élevée, là, on doit tenir compte de ces effets de Coriolis qui risquent de modifier notre mouvement, par exemple. Et donc, dans le cas pratique, en général, on n'a pas qu'une seule force qui reste, c'est-à-dire qui est appliquée sur la particule, mais globalement, nous avons une contribution de plusieurs forces, et là, on doit faire la résultante de toutes les forces. Donc, la somme de toutes les forces est égale à la masse fois l'accélération.
Alors faisons cet exercice d'application de notre cours. Alors nous avons un tireur. Le tireur tire une balle à 450 mètres par seconde avec une masse. Donc la balle a une masse de 8 grammes. Elle va pénétrer un sac et elle va... on va ouvrir le sac et on va se rendre compte que la balle a fait 20 cm avant d'être arrêtée par le sac de sable. Et donc la question, si on connaît, on a mesuré la pénétration de la balle dans le sac de sable, calculer la force de freinage ou la force qu'a appliqué le sac pour arrêter la balle durant son parcours, durant ces 20 cm. Et puis, on voudrait avoir une estimation du temps qu'a pris la balle pour traverser ces 20 cm. Donc, commençons. On applique la deuxième loi de la dynamique, qui est somme des forces est égale à ma. Donc, on détermine la force de freinage par calcul de l'accélération. On peut calculer l'accélération. Alors l'accélération, on va la calculer en moyenne. Donc on va considérer que l'accélération reste suffisamment constante pour utiliser la relation V finale au carré moins V initiale au carré égale à 2 fois A delta X. Donc de là, on tire A puisque la vitesse initiale était 450 mètres par seconde. La vitesse finale, c'est 0, elle est arrêtée. Et on a les 20 cm de pénétration, c'est le delta X. On obtient une accélération qui est égale à 5 10 puissance 5 mètres par seconde au carré. On divise par la masse de la balle. On retrouve, si mes calculs sont bons, refaites les calculs, essayez de voir si je ne me suis pas trompé. Je trouve une force de moins 4,05 kN. Je rappelle le kilo, c'est 10 puissance 3. Moins, pourquoi le moins? Parce que c'est une force qui est dirigée dans le sens contraire de notre axe. Nous avons un repère dans le sens du mouvement et la force est appliquée dans le sens contraire du mouvement. Alors, pour déterminer le temps de freinage, on va utiliser l'accélération moyenne. On a estimé que cette accélération, c'est une accélération moyenne, c'est-à-dire qu'elle est restée uniforme durant cette pénétration. Et donc, l'accélération moyenne, c'est delta V sur delta T. Donc, Vx final moins Vx initial sur delta T. D'où on tire delta T en faisant 0 moins V initial sur AX. Et j'obtiens un temps de 0,88 millisecondes. Je rappelle le milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. C'est moins qu'un milliseconde pour traverser ces 20 cm. Alors, sur ce se termine notre cours sur les lois de la dynamique. En fait, le cours est partagé en parties. La première partie de ce cours est terminée. Et on va se voir pour les prochaines parties.